Salut à tous, bienvenue dans le Top 10 Boss, l'émission qui fait des top 10 de tout et n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Et aujourd'hui, alors ça va être vraiment n'importe quoi, parce qu'on va faire le top 10, non pas des écrivains, mais des noms d'écrivains. Ça cogite. Et pour ça, on a une invitée de marque, qui est Nolwenn Leroy. Salut Nolwenn. Salut, je suis Nolwenn Leroy. Et tu vas nous chanter quoi? Ah, cassé! Ah, cassé! Donc aujourd'hui, top 10 du nom des écrivains. Alors c'est particulier, mais l'idée c'est vraiment de prendre la beauté sonore et graphique du nom. Parce que on vient à des œuvres souvent pour des noms, c'est intéressant. Donc on va pas trop s'attarder sur la personnalité de l'auteur ou son œuvre. Hein, et le mec il écrit des trucs, le mec ou la fille d'ailleurs, ils écrivent des trucs. Pourquoi on s'attarderait là-dessus alors qu'on va s'attarder sur le nom? Et ouais. Donc bah, tu me diras à quoi ça sert. Justement, à rien, ou peut-être pas, il y a toujours un sens aux choses. Donc c'est parti, numéro 10. Avant de commencer, faut que je vous montre que quand même, parce qu'on va en profiter, tu vois, j'ai une feuille, un petit marqueur, on va se faire ça bien, comme ça t'auras le graphisme. Et oui, parce que c'est une chaîne qui a des moyens, on l'a pas toujours eu, mais depuis le temps qu'on est là, ça monte en flèche. Maintenant, on a des effets spéciaux. Donc, en numéro 10, je vais commencer direct par un triple ex-aequo. Parce qu'il y a une espèce d'arnaque, parce que ça permet d'en mettre plusieurs, parce que comme il y en a plein qui sont super jolis, qu'on ne pourra pas tous les loger, eh ben je triche, mais c'est pas vraiment de la triche, et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut. Triple ex-aequo. Je commencerai par Yourcenar. C'est trop beau. Que je t'écris là. Tu l'as là? Yourcenar. Et oui, parce que c'est quand même la première femme qui est rentrée à l'Académie française. Yourcenar, elle est belge. Bon, les mémoires d'Adrien, tout ça. Pourquoi ce nom? Mais parce que Yourcenar, le Y, déjà, qui travaille bien, ça te met dedans. Et puis le petit A qui vient remonter le truc, enfin, ça commence comme dans la boue, tu sais, le you, ça fait yaourt noir, Yourcenar. Et ce qui est intéressant, et là c'est un peu de la triche, mais ça va revenir à plusieurs reprises, c'est qu'il y a son prénom aussi, qui est Marguerite. Et Marguerite Yourcenar, ça se complète, parce qu'il y a quelque chose d'assez lumineux dans le Marguerite. Ouais, tu vois, tu penses à la fleur, tu penses au I qui éclaire un peu la fin du mot. Marguerite et Yourcenar, c'est plus obscur. Donc ça, on a la lumière et l'obscurité. Marguerite Yourcenar. Et à la base, la dame s'appelle Crayoncourt. Parce qu'il y a quand même, on dit les noms. La plupart du temps, c'est quand même des gros pseudos. Oui, tant qu'à faire. Et quand tu prends un pseudo, autant qu'il ait un peu de gueule. Et Crayoncourt, je trouve que c'était déjà pas dégueulasse en fait. Crayoncourt, crayon, tout ça, pour une écrivaine. Juste à côté, je mets Novalis. Novalis, le poète allemand, 18e, 19e. C'est hyper beau, Novalis, parce que ça coule comme une espèce d'eau ensorcelée, Novalis. Il y a le N et le V, ça fait comme des vagues, c'est doux. Et en même temps, on passe par les trois voyelles, ça s'éclaire à mesure que le nom avance. O-A-I, Novalis. Et ça finit par un S, un espèce de S suspendu. Ça éternise l'effet, Novalis. Attends, chouette, hein? Voilà. Ensuite, Hi. C'est pas mal ça non plus. Tadam! Mayakovsky. Et tu vois, bon là, c'est quand même classe graphiquement. Mais dès qu'il y a un tréma, c'est joli. Le petit tréma, c'est joli. Puis on a un truc, c'est assez symétrique. T'as les deux A de la première partie du nom, A qui se répondent, et dans la deuxième, t'as les deux K. Kovsky. Donc c'est assez équilibré. Et dans la première partie, c'est des voyelles, donc on t'allonge le truc. A, c'est plutôt doux, et dans la deuxième, ça cogne. Kovsky. On a 4 syllabes dans celui-là, c'est un des plus longs. Mayakovsky. Vladimir de son prénom, c'est pas mal. En ce moment, on a des mots sympas, des Vladimir. Mayakovsky, poète russe, futuriste et tout ça. En plus, c'est pas dégueulasse. Le nuage en pantalon, Mayakovsky, si vous avez l'occasion. C'est super beau. Numéro 9.
En numéro 9, je mets Hölderlin. C'est pas la classe, ça. Ça sonne comme une pièce d'or qui rebondit, qui cling cling. Hölderlin, en plus il y a le O, ça fait la forme de la pièce. Hop. Et le in, qui fait le gling gling d'une pièce qui rebondit. Il y a le côté à la fois rond et lumineux. Hölderlin. Ah, tu vas voir à l'écrit. Donc Hölderlin, hein, pareil, c'est un poète allemand de la fin du 18e et du début du 19e. Hölderlin, la classe. Hein. Alors, sauf que je triche un petit peu, parce que tu vois, il y a le tréma sur le O, ce qui fait qu'en allemand, ça ne se prononce pas O, mais E. Alors, ce qui est joli aussi, Hölderlin, c'est équilibré entre les deux premières voyelles, Hölderlin. Mais moi, j'aime bien le truc qui passe du rond à la lumière, tu vois, O, E, I, comme ça, c'est pareil, ça s'éclaire. On avait un peu la même tout à l'heure. Donc ça, j'aime bien. Alors, par contre, on s'arrange, on triche un peu, parce que c'est vrai que je préfère Hölderlin que Hölderlin. Je triche un peu. Ce que faisait Barbara d'ailleurs dans Göttingen, quand elle chante Göttingen, qui fonctionne un peu sur le même truc, hein, O-I. Elle triche, on ne dit pas Göttingen, on dit Göttingen. Enfin voilà, Hölderlin, le gars qui passera les 36 dernières années de sa vie enfermé, tombé fou comme ça, il vivra avec un menuisier pendant 36 ans. Ce genre de mec qui pète les plombs. On a eu Nietzsche, on a eu Larbeau, on a eu mon cher Hugo Wolf. Enfin, c'était une époque où ça finissait pas bien. Numéro 8. En 8, je mets Malaparte. Ça claque. Là, c'est plus... Il y a moins d'eau, il y a moins de lumière, il y a plus un truc qui trace. Malaparte. Les A, quoi. A, Malaparte. Ça file droit, il y a quelque chose qui pète. Tout ça, c'est évidemment des ressentis. Les O, les I, les E. Le O, j'y mets de l'eau. Le I, j'y mets de la lumière. Le A, j'y mets de la terre. C'est un peu le même jeu que s'amusait à faire Rimbaud avec ses couleurs de voyelles. Je pense qu'on a tous ça et on n'a pas tous les mêmes couleurs. Donc chacun fait son petit truc. Moi, Malaparte, voilà, ça sent quand même la terre. C'est un truc qui claque. Évidemment, le phonème rappelle celui de Bonaparte. Donc ça brosse tout un tableau. Il y a tout le hors-champ qui vient s'immiscer comme ça dans le nom. Malaparte. Et puis c'est de tchac, tchac, tchac. On place du produit. Ah oui, Malaparte, le nom Curzio, en plus c'est U-R-Z-I-O, c'est joli donc, Curzio Malaparte. Écrivain italien du XXe siècle. Pour la petite histoire d'ailleurs, Malaparte c'est vraiment beau à lire, c'est hyper visuel l'œuvre de Malaparte. Oui, je sais, j'avais dit on commence pas à parler de l'œuvre, mais bon, c'est pendant qu'on y est là, je te fais ça vite fait, on le coupera au montage. Malaparte, donc il y a quoi? Il y a la peau, il y a la technique du coup d'état. Et ouais, c'est un mec qui peint des tableaux cauchemardesques et des visions. Je pense par exemple à un roman qui s'appelle Caput, où il te peint la séquence des chevaux cristallisés dans le lac de Ladoga. C'est un correspondant de guerre en fait, un témoin de l'histoire, tu vois. Deuxième guerre mondiale, pendant le siège de Leningrad, et il y a tous ces chevaux qui tombent à la flotte pour éviter un incendie de forêt, et dans la flotte, ils se noient, il y a juste les têtes qui dépassent comme ça de l'eau. Voilà, le tableau est énorme. Malaparte! Aussi un petit peu Malabar. Malaparte, là on est clairement dans l'exemple de j'y suis venu pour le nom, j'y suis resté pour l'œuvre. Comme quoi, ça arrive. Numéro 7. Barjavel. Je suis pas fan des B, mais là, Barjavel. Ça commence, ce A c'est très terrestre, un bar, le R c'est un peu rugueux, et hop, ça va vers Barjavel. C'est une terre nettoyée qui sont le côté Javel, tu vois. Et le J et le V qui sont des sonorités plus douces. Barjavel, là encore on a l'impression d'un truc ensorcelé, une terre noire et rugueuse, et qui est lavée en fin de mot par une lessive magique, Barjavel. Et là, typique Barjavel, j'y suis venu pour le nom, et j'y suis resté pour le nom. J'ai jamais été fan de Barjavel. Enfin, j'y suis aussi resté pour un souvenir. C'était au lycée, je flirtais avec une demoiselle qui était fan de Barjavel. Donc, passer des heures à la récré et à me parler de Barjavel. La nuit des temps, Ravage, tous ces noms. Et voilà. Et je trouvais Barjavel vraiment magnifique.
Numéro 6. En numéro 6, je mets Stendhal. Bon, ça se prononce Stendhal, en vrai. Mais Stendhal, ça claque comme un coup de fouet, quoi. Stendhal. Pour le coup, bah, c'est un pseudo, mais c'est quand même mieux que Henri Bell. C'est vraiment Henri Bell. En même temps, tu vois, tu t'appelles Victor Hugo, Alexandre Dumas. Croyez-moi bien que c'est des mecs qui iront jamais nulle part dans la vie. Stendhal. Difficile de pas penser à l'œuvre en même temps, mais... Ah, la graphie, je suis pas trop fan des S, mais c'est un ensemble, faut pas juger les... Regarde. Stendhal. Joli, non? Enfin, en même temps, c'est assez épuré. T'as que 2 syllabes, là, il n'y a pas de tréma, il n'y a pas de machin. Et j'aime bien ce H qui vient s'immiscer entre le D et le A. Il sert à rien, mais c'est très français, ça aussi. Ça claque. C'est bien, ça ressemble à son œuvre. C'est ça ce qui est beau, quoi. C'est une espèce d'harmonie des choses. Numéro 5. En numéro 5, je mets Chandernagor. Oh, Chandernagor. Ça fait mandragore, c'est encore un truc de sorcellerie. Chandernagor, on dirait un pull tricoté de sortilège ou le nom d'un royaume oublié, Chandernagor. Et en plus, Chandernagor... Attends, je vais l'écrire quand même. Chandernagor, c'est donc une femme, il y en a beaucoup dans ce classement, qui a écrit des romans, des pièces de théâtre, des faux mémoires sur des personnages historiques. Chandernagor. La page n'est pas assez longue. Non, j'arrive pas. Gore. Alors, le gore, évidemment, pourrait effrayer un peu, hein, mais... Ouais. J'ai pas bien réussi, celui-là. C'est super joli. Le chant, ça me fait penser... En plus, tu vois, la graphie C-H-A-D. Si t'enlèves le N et que tu mets un U à la place, ça fait chaud. Chandernagor. Donc l'idée du pull, tu sais, ça doit venir de là aussi. Et puis, Nagor. Le gore rappelle un peu gorge. Chandernagor, chaud dans la gorge. Enfin, ça me fait penser à une écharpe, en fait. Chandernagor, une écharpe magique. Chandernagor, c'est super beau. Alors, Françoise, de son prénom. Numéro 4. En numéro 4, je mets Chateaubriand. Oh. Voilà, c'est la classe française, un petit peu de chauvinisme dans ce classement. Chateaubriand. Ah bon, bah là, ça parle de soi. C'est même d'ailleurs un peu problématique parce que Chateaubriand, il est difficile d'extraire le sens, là, pour le coup. Forcément, t'as l'image. Et ce qui est marrant... Attends, faut l'écrire quand même. Mais je sens que c'est comme Chandernagor, ça va pas loger, ça. C'est des gens qui prennent trop de place. Enfin, c'est un autre problème. C'est classieux, lumineux, ancré. C'est quand même fou, parce qu'on a l'impression que ça correspond à... C'est comme si la beauté de l'œuvre était là pour justifier la beauté du nom. On notera Chateaubriand... juste avant, j'avais Chandernagor. Chateaubriand, il s'appelle François-René Chateaubriand. Chandernagor, elle s'appelle Françoise Chandernagor. François Chateaubriand, Françoise Chandernagor. Il y a du château, ça va très bien pour eux. Hein. Enfin, s'ils écrivent pas de la merde, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, l'heure est grave parce qu'elle est toujours grave à un moment. Mais oui, tu le sais bien qu'elle est grave quand on arrive à l'heure du podium. C'est le podium maintenant, numéro 3. Je mets... Kierkegaard. Ah bah oui, Kierkegaard. Tac, tac, tac. 3K, Kierkegaard. Enfin, le dernier, c'est un K. C'est hyper beau. Kierkegaard. Et en plus, il y a les 2 A à la fin qui viennent prolonger. L'impact est très rythmique et à la fin, on allonge. Kierkegaard. Et c'est un rythme régulier. Kierkegaard. Les rappeurs pourront en faire un truc de fou de ça. Kierkegaard, philosophe danois existentialiste. Alors attends, parce que ce qui est joli en plus, c'est que si on rajoute son prénom, parce que le mec, non seulement il a un nom de malade, mais le prénom, t'es pas prêt. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors là, pour le coup, ça, le O, un O barré. Le O barré des alphabets danois, norvégiens. Et pour le coup, celui-là se prononce bien O. Soren. Soren Kierkegaard. Dire quand t'as un nom comme ça dans la vie, ça part plutôt pas mal. Bon, après il faut justifier. Numéro 2. En numéro 2, je mets Guimaraes Rosa.
Rien qu'un plaisir, t'as même pas besoin de lire l'œuvre, ce serait dommage de pas lire l'œuvre. Mais putain, mais rien que le nom en lui-même, c'est tout un poème. Guimaraes Rosa. Et encore, avec le prénom, Joao Guimaraes Rosa. Oh putain, attends, il y a l'écrit, bon là ça peut pas tenir en une ligne. Guimaraes Rosa. Putain. J'essaye de le faire tenir en une ligne parce que c'est plus joli, mais... Ra-S... Ouais, attends, ça va marcher. Rosa. Tu vas bien? Putain, Guimaraes Rosa. Et tu vois, il y a le petit tilde sur le A, donc graphiquement, ça rajoute un truc. Et puis Guimaraes, ça travaille comme son œuvre. Et Rosa, et ça finit comme une fleur. Rosa, la rose, Guimaraes. Et encore, il s'appelle Joao, le gars. O avec le tilde. Donc les deux tildes qui se répondent, hein, sur les deux A du prénom et du nom. Joao Guimaraes Rosa. Voilà, typiquement, j'y suis venu pour le nom. Et j'y suis resté pour l'œuvre. Parce qu'en plus, c'est épique. Guimaraes Rosa, il a pondu notamment... Son chef-d'œuvre, c'est Diadorim. Diadorim, c'est une fresque, un roman d'aventure et d'amour qui se passe dans le Sertão, l'arrière-pays brésilien, nord-est comme ça, c'est quelque chose d'assez aride. Et voilà, ça canarde dans tous les sens. C'est une fresque, ça a été comparé à l'Énéide, ça a été comparé à la chanson de Roland. Enfin bon, tu vois le niveau, quoi. Et ce qui est chouette avec Guimaraes Rosa, c'est que c'est un érudit, le mec il parle toutes les langues du monde, et en même temps il mélange à cette érudition littéraire un vocabulaire plus populaire. J'adore ce mélange des genres, il reviendra encore à ça, le mélange érudition populaire, et ça donne un chef-d'œuvre de la littérature brésilienne, c'est monumental, c'est énorme, Guimaraes Rosa. Et le E pris dans le A, ouais, parce que je te l'ai mal dessiné, hein. Putain, je suis pas à la hauteur du... Bon là c'est dégueulasse, mais tu vois, non seulement t'as le tilt sur le A, mais derrière t'as le E pris dans le A, graphiquement c'est énorme. Ah non mais, on s'en lasse pas, putain. Bon ben, c'est pas une raison pour pas arriver au numéro 1. Numéro 1. Le numéro 1, je mets Déborde Valmore. C'est plus simple que Guimaraes Rosa, et c'est peut-être l'un de ses charmes. Déborde Valmore, Marceline de son prénom, même le prénom est génial, et encore une fois il y a ce petit i du prénom, comme Marguerite Yourcenar, Marceline, et on ne retrouve pas le i dans le nom, Déborde Valmore, lui il trace plus droit avec ses deux D, Déborde, tu vois, qui conclut, il faut l'écrire, je parle dans le vide là. Donc c'est une femme, hein, Marceline, bien sûr, non ça va pas, faut que ça loge en une ligne, sinon c'est une poétesse de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. J'aime bien cette période, c'est la période de l'école de Weimar. J'aime beaucoup ces gens qui sont nés au XVIIIe et qui mourront au XIXe parce qu'ils sont un peu à cheval entre le classicisme et le romantisme, esthétiquement. Et Marceline, elle a ce truc qui est très classique dans l'écriture. On pense à un petit peu un mélange de Racine et de Rimbaud. Les poètes romantiques en étaient dingues. Déborde Valmore. DES sur le déborde. Ça commence comme ça finit, déborde. Et au milieu, tu as le bord, le haut, c'est équilibré. Et puis le petit trait d'union est Valmore. Déborde, c'est un peu ça déborde, ça attaque, mais en douceur, avec des dés, ça rebondit. Alors Valmore, c'est comme un vol de corbeau, ça trace plus droit, c'est plus sombre, plus... Bon, puis nous, on a Valmore, Voldemort, c'est pas le même, mais... Et puis elle écrivait des dingueries, donc à la fois, il y avait ce côté, je disais, classique et un peu romantique, et en même temps, il y avait le côté très, très chanson. C'est ça ce qui était chouette avec les poésies de Marceline. Voilà, elle fait pleurer beaucoup, Marceline. Très, très accessible. Hélas, c'est sans doute pour ça que les chanteurs français de variétés ont fini par s'en apercevoir, parce qu'ils ont commis quelques chansons dégueulasses récemment sur ces textes, comme quoi, voilà, quand t'as un bon texte, ça fait pas forcément une bonne chanson. Mais enfin, bon, elle est toujours là. Et elle écrivait, notamment, je pense, elle avait des systèmes de rimes, elle avait des endécasyllabes, de ce vers de 11 pieds qu'allaient utiliser Rimbaud et Verlaine. Mais c'était pas courant, tu vois, nous on en était à l'alexandrin, les vers de 12 pieds, tout ça, donc elle tapait dans l'impair. Donc elle variait les formes, et puis en même temps elle restait accessible, populaire. Donc,
Comme je le disais sur celui d'avant, là on a à la fois de l'érudition et du populaire. Et pour moi ça fait souvent les... En tout cas c'est souvent les œuvres que je préfère. Voilà, je suis en plein dans l'œuvre, j'avais dit on rentre pas là-dedans, mais voilà, on va pas parler de Marceline Desbordes-Valmore sans l'évoquer un petit peu. Voilà, avec Marceline, je suis venu pour le nom, je crois que j'avais que Valmore, et ça m'avait attiré. C'est Aragon qui en parlait, je ne sais plus où, dans une préface, Valmore, ça m'avait attiré. Et après j'ai vu, non seulement elle s'appelait Valmore, mais Desbordes-Valmore. Et non seulement c'était Desbordes-Valmore, mais en plus c'était une femme, Desbordes-Valmore. Donc c'était, j'étais hype, c'était hyper intriguant, et voilà, et puis l'œuvre. Là, clairement encore, à la différence de Barjavel, mais comme Malaparte, comme Guimarães Rosa, j'y suis venu pour le nom, j'y suis resté pour l'œuvre. Dans tout ça, mais évidemment, on ne peut pas tout mettre, on aurait pu mettre Nietzsche, Balzac, Spinoza, la bande des Z. Dès qu'il y a un Z dans un nom, Nietzsche, tu sais jamais dans quel sens ça se met, mais tu mets le Z d'abord, après S, C, H, comme le rappeur, SCH, c'est la même origine allemande, tout ça. Nietzsche, putain, c'est la classe. Il y a la bande des K aussi, Kleist, Rilke, Kafka. Ah, les K, il y a un truc, ça doit être ma lettre préférée, le K. Capuche. Avec un K, comme capuche. Puis il y a les Russes aussi, Dostoïevski, sans déconner. Tolstoï, que si tu rajoutes Evski derrière, ça fait Tolstoïevski. Avec un tréma et tout en plus. Puis Gracq en français, tu vois, Julien Gracq, ça lui donne un côté grec et tout, révolutionnaire, Gracq. Bret Easton Ellis. Les japonais, Kawabata, Mishima, Murakami. Et encore, heureusement qu'on n'a pas fait les Grecs. Anaxagore, Empédocle, Xénophon, Xénophane. Oh putain, ils ont des putains de noms les Grecs. Même pas parler des compositeurs. Parce que les compositeurs, mais là c'est la voilée. Wagner, Beethoven, les deux E, Mozart, hyper court, hyper simple. Mozart avec le Z entre le O et le A. Sibelius, Dvorak, Schumann, Berlioz, Tchaïkovski, Vaughan Williams, Hugo Wolf, Haydn, Handel, Liszt, Telemann, Rosenmüller, Janacek, Mahler, Brahms, Scarlatti, enfin bref, ça s'arrête jamais. Et en plus, la musique est pas dégueulasse. Non mais voilà, c'est pour ça qu'il fallait se cantonner aux écrivains, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau, la poésie des noms. Et on est orienté, qu'on le veuille ou non, on est manipulé par des signes, par des sons, par des esthétiques. On est travaillé par ça, on se fait avoir. Et puis des fois, on peut être consommateur, mais y trouver notre compte aussi, dans le cœur, moralement. Quand ces noms magnifiques débouchent sur des œuvres magnifiques, c'est un peu... On a tout eu, quoi. Donc voilà, souvent ça craint, mais des fois non. Venu pour le nom, restez pour l'œuvre. Voilà, bah dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous laisser votre top 5 de vos noms d'écrivains préférés. Intriguant. Voire même votre top 10 pour les plus courageux et à argumenter pour les plus héroïques d'entre vous. Dans tous les cas, gardez à l'esprit que ce qui compte dans la vie, c'est pas de faire des tops, mais c'est de savoir ce qu'on aime et pourquoi on l'aime. Prenez soin de vous. À très vite. Mais il est musicien aussi. Parce qu'il y a des mecs qui pètent quand même. Non, que des écrivains. 10 noms d'écrivains. C'est le deal. Mais si les mecs ils ont un nom de branleur mais qu'ils ont écrit de la merde. Ah bah ça c'est le jeu, après voilà. Mais globalement ça se passe bien. Et par contre ce qui est ouf c'est quand même de voir à quel point on est attiré par des noms qui sonnent bien. Ça c'est fou. Ouais. Bah oui, attends, un nom catchy, hop, c'est déjà la moitié du boulot de fait. T'attrapes les trucs comme ça. Car regarde, par exemple là, l'obol des rois, le nom du bar. L'obol des rois. C'est catchy ça? En tout cas c'est intriguant. L'obol, truc de mendiant, des rois, truc de nantis. L'obol des rois. Du coup il y a le lieu. Quand tu vois le truc, on dirait une taverne à l'ancienne, un machin de pirate. Et en même temps, c'est moderne. Tant pis, c'était le bar de Capuche et ses potes du temps où ils étaient étudiants à l'école maritime. C'était toujours fourré ici. Alors forcément, ça intrigue. Côté pittoresque et tout ça. On veut voir à quoi ça ressemble. Ça fait monter la hype. Et voilà, l'obol des rois.
Je suis venu pour le nom, je suis resté pour l'ambiance. Et toi, pourquoi t'es venu ici? Pour la bière. Hein? Et pourquoi t'es resté? Pour la bière. Ça se tient.